je commence l'enregistrement. Allez, c'est parti. Je masque. Vous devez voir l'écran là normalement. Alors, je reprends ce que je disais. Donc effectivement, nous avons vu à travers ce premier schéma quelques relations qui commençaient à s'établir et on a commencé à s'intéresser à différents détails de cette grande enquête environnementale, à savoir par exemple, si j'ai mis en un code couleur donné les fichiers, notamment le fichier F1 et le fichier F2 pour la santé population. Vous vous souvenez que la différence entre les deux, c'est que dans F2, on avait effectivement mention de la forme relative des personnes qui habitaient cette ville, la forme pressentie par eux. Alors, juste un truc, je répète, ce schéma et même celui final auquel on va aboutir, je vais vous l'envoyer, donc ne paniquez pas. Okay. Ensuite, eh bien, on a travaillé sur nitrafos.xls, sur cette région-là, pour voir l'impact de la pollution sur la santé de la rivière, si on regarde effectivement comment cette santé est répartie dans l'ensemble de la rivière, puisqu'on a vu ici, grâce à un facteur, un effet marquant de l'endroit où a été fait le prélèvement. Donc, il y a un effet effectivement spot, un effet effectivement évident de l'endroit sur la pollution relative de cette rivière. Bon, alors donc, on pourra ici mettre aussi la concentration en phosphate qui me semble la mieux indiquée que la concentration en nitrate pour plusieurs raisons. On en a parlé, notamment une histoire de variance et également une histoire de normalité des données qui nous avait d'ailleurs été soufflée par Yanis, d'accord ? Donc là, j'ai fait mention effectivement de choses qui pourraient nous intriguer dans ce schéma aussi. Tiens, on retrouve le sanglier, là, on en avait parlé, effectivement. Donc, est-ce qu'il va y avoir un impact de la faune sauvage dans nos villes? Est-ce qu'on a un petit peu trop grignoté sur le territoire de cette faune sauvage? Est-ce qu'il va y avoir effectivement apparition de certains individus en lisière de ville ou en lisière de ferme plus souvent qu'on en avait l'habitude autrefois, Donc ça, c'est quelque chose d'important. Quelle est la relation entre la zone humide et la forêt? La relation ou les relations possibles entre la zone humide et le GR, ou le GR et la zone humide, si on va dans le sens, mais au fait que les champs sont près d'une zone humide aussi, ça c'est bien embêtant. Et donc vous voyez qu'on fait apparaître des bioindicateurs qui vont être les révélateurs de la santé de tous ces spots si nous nous intéressons effectivement à une vision un peu plus globale. Donc là, effectivement, vous comprenez que des petits fichiers Excel, ça va plus être notre substrat de travail. À un moment donné, il va falloir passer aux bases de données relationnelles, un petit peu conséquentes. Alors pour vous, ça n'explique pas grand-chose, la notion de base de données. Vous n'avez pas une notion précise de ce que c'est, mais disons qu'en gros, on va essayer d'accumuler beaucoup plus d'informations que des informations locales, si on peut parler de l'information régionale ici, pour établir une cartographie des relations possible entre tous les éléments. Et ça, c'est le job d'une équipe. Je n'ai pas dit que vous soyez capable à vous seul de faire ce travail, et je n'ai jamais dit que ça se faisait en une journée, ni même en 6 mois. C'est peut-être le travail d'un an. Mais si on veut arriver à des relations sérieuses, ce n'est pas en faisant 3 clics de souris qu'on va y arriver. C'est en faisant une étude pertinente et avec tout ce que je vous ai appris qu'on va progressivement être amené à des connaissances qui vont nous amener nous-mêmes à prendre des décisions. Nous les hommes, pas des robots. Ok ? Mais effectivement, donc, vont s'établir de plus en plus d'éléments à surveiller dans cette carte, puisque des activités humaines et des zones sauvages ou préservées vont cohabiter, et puis des habitats différents comme la ville et le village. Alors, vous vous souvenez, on avait fait des jeux qui nous avaient amené à nous intéresser à la zone habitée par la ville, le jeu numéro 2. On a fait le jeu numéro 1 sur les poissons, vous savez, sur les variables dans cette rivière. Donc on commence à avoir pas mal d'éléments qui commencent à se mettre sur cette carte. On avait fait le défi 3 sur les abeilles, vous vous souvenez, donc dans la zone 5. Le défi 4 qui consistait à avoir une évaluation de la population en un certain type de poissons
effectivement, alors vous avez vu la correction que j'ai donnée hein, du défi 4, hein, je ne vous ai pas laissé dans l'ombre. Hein. Et puis maintenant, vous avez les notes du défi 4, d'ailleurs, je suis en train de penser. Dans le lac, hein, le point numéro 6, vous allez avoir le défi 7, tiens, qui va sûrement encore traiter du lac. Bah, pourquoi pas. Hein. Et puis, on a fait le défi 5 qui portait sur la mer, vous vous souvenez, hein, les poissons de cet étudiant qui révélait quelque chose. Donc, j'espère qu'on va avoir le temps de voir en quelques clics de souris qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer de ce fichier. Donc là, on pourrait mettre aussi fichier, j'ai oublié, un fichier 4, hein, on pourrait mettre un fichier 4 ici qu'on a étudié. Vous voyez que tout ceci commence à se peupler de choses qu'on a étudiées à différents éléments. Tiens, j'ai mis le défi 6 ici, hein, sur les champs, effectivement, agriculture, parce que ça portait là-dessus. Et puis, on va voir de quoi va parler le défi 8, hein. Disons que pour vous mettre sur la piste, le défi 7, je vais vous l'envoyer tout de suite, il est prêt, les liens sont prêts, la nouvelle feuille pour la nouvelle page web, elle est prête, elle n'est plus qu'à être envoyée pour mettre à jour le NT. Pour le défi 8, ça ne vous sera pas donné ce soir, mais jeudi. Alors, nous avons des correcteurs pour le défi 8, des correctrices, je les remercie d'ailleurs, mais il va y avoir un défi 9 aussi, donc je cherche encore des correcteurs ou des correctrices. Et il va y avoir effectivement peut-être un défi 10. Je vais vous suggérer quelque chose. Tiens, il y a sûrement des volontaires là. Je vous suggérerai quelque chose pour la suite des défis. C'est que, on va autant en parler maintenant. Moi, j'aimerais bien que après les cours, après nos séances, on continue l'aventure des défis. Si ça vous va, tiens, je vais faire un rapide sondage là. Puisque je partage l'écran, je vais avoir le truc. Est-ce que, alors Flavie et Ottilia, vous êtes mobilisés pour le défi 9 officiellement, hein, d'accord. Et je vous pose une question à tous là. Est-ce que vous êtes partant pour continuer l'aventure des défis, donc gagner des points, pendant une semaine, voire 2 semaines après notre enseignement? Ça peut être n'importe combien de temps aussi. Par exemple, on pourrait. Moi, je crois qu'après, vous allez être super booké. Mais alors là, je vous regarde les yeux dans les yeux. Là. Why not? Pourquoi pas? Oui, ben, c'est pas mal. Hein, ça veut dire qu'il y en a qui sont d'accord. Ben, c'est déjà une bonne proportion. Hein, il y en a une bonne quinzaine, là. Une bonne douzaine, disons, pour être honnête. Ouais, une petite douzaine. Hein, donc c'est déjà bien sur 20. Il y en a une moitié qui est sur partant. Peut-être que les autres, effectivement, commencent à s'épuiser avec ces défis. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de les faire et ça vous permettra de vous rapprocher le plus possible de cette quête de l'absolu qui est le 20 sur 20. Alors maintenant, je suis obligé de vous parler de ça tout de suite, avant que ça ne se... que j'oublie. Vous savez que j'ai prévu l'examen en salle, ok? Et vous savez comme moi qu'il y a de grandes chances que nous soyons, des chances très sérieuses, hein, que nous soyons entre guillemets confinés pour une période très importante du mois de février, puisque ça devrait commencer à partir non pas de cette semaine, comme c'était prévu, mais de la semaine prochaine, pour des histoires qui seraient assez compliquées à vous expliquer et qui sont à la fois d'ordre politique et d'ordre de santé, d'accord? Ce qui veut dire que je ne suis même pas sûr de pouvoir vous promettre, et là aucune instance ne nous a avertis, hein, de faire l'examen en présentiel. Donc il faudra peut-être s'attendre à une très forte chance de passer l'examen en distanciel. Ce qui ne veut pas dire que c'est du 100%. Okay, donc je vous le dis tout de suite, restons prudents vis-à-vis de la formule de l'examen et je préfère vous prévenir largement à l'avance pour ne pas vous prendre en traître. Ce qui veut dire que comme l'examen serait annulé ou annulable, je ne pourrais pas décemment le mettre au même jour. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faudra que j'organise une information, une lettre d'information qui annulera l'examen. Alors, si jamais on le sait tout de suite, pas de problème, j'ai le temps effectivement de garder éventuellement la date en espérant que mes instances à qui je vais demander l'autorisation puissent répondre vite. Sinon, il faudra s'attendre à un petit décalage. Par exemple, ce qui était prévu le 16 février sera peut-être fait le 23 ou je ne sais quoi. D'accord? Je suis transparent avec vous, je suis cash, je préfère vous dire les choses les yeux dans les yeux. D'accord? Donc, c'est pas moi qui décide, on fera avec.
Mais il y a aussi un cas de conscience, c'est que si on est confiné, moi je ne peux pas risquer la vie de mes étudiants en leur imposant de venir à un examen, oui, plusieurs éléments, un examen présentiel quand il serait dangereux officiellement de convoquer les étudiants en présentiel. Ce d'autant plus que peut-être que mes instances vont, je vous le répète, l'interdire. D'accord? Donc, il y a plusieurs facteurs qui me font dire qu'il faudra surveiller cet aspect de l'examen présentiel et distanciel et qu'en attendant, faire les défis peut nous amener à avoir des points de contrôle continu qui ne seront pas, on va dire, des points malvenus. Okay. Bon, alors on repart dans ce que je disais. J'ai fini ma remarque, donc je repars en partage de l'application et de l'écran, parce que sinon on ne va pas y arriver. Et je me remets dans mon diaporama. Dans mon diaporama global, qui était celui-ci. Donc, il va y avoir effectivement, c'est ce que je disais, d'autres défis. Hein. Donc là, du coup, une pierre de coups, j'ai les correctrices du défi 9. Hein. On va aller au moins jusqu'au défi 10, ça je vous le promets. Ils vont être très étonnants, les défis, vous allez voir, ils devraient vous plaire. Pareil, je ne sais pas lequel je vais choisir pour jeudi, mais il va être, à mon avis, il va vous plaire et il va être très étonnant, très très étonnant. Après jeudi, il va y avoir encore 2 autres défis étonnants, hein, puisqu'on en sera au 8, jeudi, 9, 10, j'ai prévu 2 défis. Et voilà, après on fera le bilan avec vous, notamment, j'ai vu qu'il y avait un groupe WhatsApp qui marchait très 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 bien, donc on pourra peut-être faire un petit sondage comme ça, voire même le demander à l'aide de l'onglet sondage si je mets en fonction cet onglet. Donc revenons à nos moutons, vous voyez qu'il commence à y avoir de l'information, hein, et je vais rajouter des éléments. Notamment une activité industrielle, je n'ai pas dit laquelle, hein, au point 12. Ce qui nous amène à l'idée que cette activité industrielle va peut-être générer des métaux lourds. Alors vous commencez à comprendre que ma petite rivière va commencer à être très très intéressante à étudier parce que elle va se lâcher dans le fleuve. Hein, et comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il va y avoir un impact de la pollution de cette rivière dans le fleuve, puis ensuite dans la mer, hein, et ces métaux lourds vont peut-être être le fait de l'activité industrielle. En tout cas, il faudra peut-être le montrer. Okay, et puis, je vais continuer mon investigation. Donc, je vous dis tout de suite qu'il va y avoir un fichier 4 qu'on va étudier à propos de ces métaux lourds, hein, qui va peut-être être commencé dans cette séance, en tout cas fait la semaine prochaine, la dernière séance. Et puis, nous avons une activité ici d'éolienne. Hein. Alors, peut-être que vous avez entendu ce matin aux informations qu'un parc éolien dans je ne sais quel coin de la France venait d'être mis à l'arrêt, hein, par décision préfectorale dû au bruit que ça générait. Donc, on parle souvent du désagrément visuel, mais il faut savoir que c'est un véritable enfer aussi pour les voisins les plus directs de ces parcs éoliens. On peut même se demander pourquoi les parcs éoliens sont pas loin des habitations et ne sont pas dans des zones réservées. Ça, vous l'apprendrez plus tard. Les sous font sûrement office de juge dans cette histoire, puisque le village en question recevait pour 5 éoliennes, hein, 5 grandes éoliennes, la modique somme de 60 000 € par an. C'est pour vous dire, hein, le village recevait 60 000 € par an pour l'allocation du site et puis l'exploitation, donc l'autorisation d'exploitation pour le village. Donc vous voyez que le coût des éoliennes, c'est peut-être une fausse, vraie bonne idée en fonction de l'endroit où il est. Et donc vous avez un nouveau centre d'intérêt, c'est le bruit généré auprès des habitations. Et effectivement, peut-être qu'il y a des études là, qui seront pertinentes à faire d'un point de vue statistique, on en rediscutera. Et puis enfin, je termine par un 14e et dernier élément, hein, qui sera donc l'implantation d'une centrale hydraulique de moyenne capacité, hein, on va dire qu'on est dans le raisonnable pour faire marcher quelques infrastructures, par exemple de la commune ou tout simplement pour essayer d'alimenter en électricité une partie soit d'un village, soit de la ville. Et cette centrale électrique hydraulique va être l'objet du jeu numéro 3.
Hein. Ouais, voilà pourquoi je vous ai introduit tout ça. Donc là, on va dire que pour moi, c'est suffisamment dense en points, en centre d'intérêt. On pourrait en rajouter à l'infini, hein, d'accord, hein. Surtout que je vous ai parlé des microplastiques aussi qui se retrouvent à la mer, dans la rivière, dans le fleuve et dans la mer. Ne croyez pas que vos rivières soient, on va dire, exemptes de présence de microplastiques. Hein. C'est complètement faux. Hein. Il y en a partout. Et donc, ça se retrouve dans notre corps. Et donc, on peut avoir effectivement une liaison avec la santé, d'ailleurs, qui sont liées à ces microplastiques qu'on ingère, malheureusement, et avec lequel on a très très peu d'études sérieuses qui sont faites. Il y en a, hein, heureusement, mais sur l'impact rivière, l'impact fleuve, l'impact sur la mer de ces microplastiques qui sont de plus en plus présents. Donc là, un des centres d'intérêt, ça va être les métaux lourds avec ce qu'on va continuer à faire une fois qu'on aura fini d'exploiter notre zone nitrate-phosphate ici. Et puis là, on va faire un jeu à propos de cette centrale hydraulique. Alors, on va le commencer, ce jeu, hein, bien sûr. Une dernière remarque. Comme je vous le disais, on va rajouter des éléments sous forme d'icônes. Hein, il n'y aura pas plus de points à étudier, il y en a déjà suffisamment comme ça. Et d'autre part, chacune de ces icônes donnera lieu à un commentaire. Hein, commentaire qu'on n'a pas encore vraiment travaillé, hein, parce que c'est un boulot de rédaction derrière. Hein. Je vous ai fait voir ce qui existait derrière le point 1. Hein. Vous vous souvenez, un fichier avec les éléments concernant la population, l'échantillon, les outils, ce qu'on voulait révéler, les limites, les critiques, etc. Donc, vous faites derrière un vrai travail de data science avec des vraies analyses sur des vrais fichiers. Et ce que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'on n'a rien sans rien. Et le truc qui est mis en marron, là, en bas, est très important. C'est qu'il faut absolument, pour faire cela, mobiliser à la fois, c'est bien clair sur le terrain, mais c'est bien clair aussi en bureau d'études, et pas forcément les mêmes personnes, hein, eh bien, des moyens humains. On ne peut pas faire ça sans avoir beaucoup de personnes qui travaillent. Ce n'est pas une personne qui va répondre à cet objectif, d'accord? Donc là, on voit que l'histoire du mouton à 5 pattes, qui est le data scientist qui est capable de tout faire, ça commence un petit peu à tomber à l'eau. On travaille plutôt en équipe, et les data science, c'est plutôt une philosophie qui regroupe, comme je le dis dans ma vidéo, plusieurs disciplines, hein, on est d'accord? Donc, c'est une approche. Hein, il n'y a pas une seule façon de faire des data science, mais il y a des règles d'or à respecter. Et notamment, la règle d'or, c'est de travailler en équipe de spécialistes qui sont capables à peu près de se comprendre ou qui disposent d'un chef d'orchestre. Est-ce qu'on pourrait appeler le chef d'orchestre le vrai data scientist? C'est encore difficile à dire. Hein. Un chef d'orchestre qui soit capable de voir les choses d'une façon soit globale, soit au moins régionale, soit au moins totale pour un spot donné ou pour un objectif donné. Okay, donc, vous avez aussi en moyen ce qu'on appelle des cahiers des charges. Vous avez un cahier des charges, vous avez des objectifs, vous avez des milestones, c'est-à-dire des bornes que vous passez avec des rendus de travail qui sont liés à des études, ces études étant partagées en deux parties, la partie terrain ou la partie laboratoire et la partie étude en bureau, c'est-à-dire analyse des données, puis communication des résultats. Vous avez forcément un coût pour cela. Donc, travailler sur des échantillons énormes ou sur des zones trop importantes, qui pourraient d'ailleurs conduire à des erreurs d'homogénéité, et travailler en mobilisant des équipes trop importantes, c'est trop coûteux. Donc, il faut aller dans le raisonnable. Donc, vous ne pourrez pas avoir tout ce dont vous rêviez peut-être en fonction du coût que vous allez consacrer à vos études. Donc, pensez que ce coût va être limitant, d'accord? Puis, vous avez un délai. Vous ne pouvez pas obtenir ces choses-là le même jour sur le terrain et en études, en analyse. Vous allez peut-être être obligé de faire plusieurs campagnes sur le terrain pour pouvoir alimenter une seule base de données et encore peut-être même modeste en taille, cette base de données. Donc, vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir vous intéresser à la rentabilité. Hein, tout ça est écrit en bas, hein, vous avez vu. Et aussi à la valorisation du travail. Il faut que ça rapporte à la fois en connaissance, c'est-à-dire qu'il faut que votre étude soit porteuse du point de vue des connaissances et que ce ne soit pas du pipi de chat ou des choses qu'on connaît depuis longtemps. Et il faut aussi que vous trouviez le moyen d'y gagner votre salaire.
Ça, c'est très important. Vous ne travaillez pas gratuitement. Donc, les data science, c'est vraiment, vraiment, on va dire, un métier actuel et un métier qui doit être rémunéré. Alors, est-ce qu'il faut qu'il soit exagérément rémunéré? Il ne le sera pas dans le fil du temps. Pour l'instant, pour 10, 20 ou 30 années, vous pouvez être sûr qu'il va être grassement rémunéré parce que les gens ne se précipitent pas dans ce métier tellement il peut paraître rébarbatif ou compliqué. Vu déjà les cours que vous avez en stats, vous imaginez s'il faut que vous rajoutiez de l'informatique, des bases de données, de la communication, il y a plein de biologistes qui vont déclarer forfait, c'est évident. Et moi, le but du jeu, c'est de vous montrer que c'est réalisable, hein, d'accord? Et puis, vous devez faire des rapports de synthèse. Alors, ceux qui sont fâchés avec l'écriture, ça va être un petit peu un problème, parce que on n'est pas dans un monde celtique où d'un côté il y a les Romains qui savent écrire, et puis les Celtes, je plaisante, hein, qui ne savent que parler, discourir et puis avoir une tradition horaire. Je plaisante parce que cette transmission des informations a été une volonté politique chez les Celtes, c'est-à-dire qu'on ne transmettait qu'à une élite, hein. C'est pour ça que les druides et les bardes ne formaient qu'une élite. Mais je veux dire, cette époque est révolue. Vous devez vous mettre à l'écrit. L'écrit, c'est très important. Donc, si vous êtes fâché avec l'écrit, il faut vous poser des questions avec vous-même. Est-ce que vous n'êtes pas fâché avec les sciences? Est-ce que vous n'êtes pas fâché avec la communication? Vous êtes jeune, vous avez le temps de lire, vous avez le temps de vous inscrire à des ateliers d'écriture, à voir comment on fait un résumé. On ne vous demande pas de faire de la prose, on vous demande simplement de savoir faire des rapports de synthèse que les ingénieurs se targuent de savoir-faire. Ces ingénieurs grande école, des ingénieurs qui sont dits formés dans des écoles d'ingénieurs, non pas à l'université. Alors ça, c'est quand même fort de café. Donc vous allez voir qu'en M1, en M2, on vous demandera de plus en plus de rapports sur les travaux que vous allez faire ou des cas d'études. Et il va falloir, à partir de cette communication, prendre des décisions. Donc, ce que j'ai mis en marron, là, tout en bas, est très, très important. Et vous voyez que sur une phrase synthétique, on voit toute la démarche qu'il y a derrière ce travail d'analyse, c'est-à-dire que la source est aussi importante, c'est-à-dire les manips, le terrain, que l'analyse qu'on y aura portée, qui doit être faite avec le même sérieux, et que la valorisation du travail. D'accord? Et vous passez par une phase de communication qui nécessite d'écrire des rapports et de faire des communiqués oraux très brefs sur ce que vous avez obtenu et qui donnent les grandes tendances de votre paysage environnemental, par exemple. Bien. Alors maintenant que cette remarque est faite, eh bien, je vais vous envoyer le jeu, hein, parce que je l'ai préparé. Ce jeu, je vous l'envoie tout de suite ici. Paf, c'est envoyé et je l'affiche à l'écran. Il est là. Donc on y va, c'est parti. Donc vous avez du temps déjà pour le découvrir ensemble. Donc vous savez, dans les centrales hydrauliques, dans les centrales électriques, quelquefois on construit ou on aménage des tunnels de comptage qui permettent d'observer les poissons. D'accord? Regardez bien les détails, d'accord, de cet ensemble. Et donc, vous avez déjà vu passer dans tous les barrages et dans tous les petites infrastructures ou grandes infrastructures qui utilisent la force hydraulique ou qui s'intéressent à l'état d'une rivière, eh bien, des tunnels à poissons qui permettent d'étudier les poissons qui passent dans ces tunnels. Donc, je vous demande de réfléchir sur cette dia. Il s'agit d'un jeu, d'accord? Et on s'intéresse à observer les truites de l'Atlantique dans un système de comptage vidéo. Évidemment, ce comptage, l'humain peut le faire, on est d'accord, mais les poissons vont peut-être plus ou moins vite, ou sont peut-être, on n'a peut-être pas la mémoire de tout ce qu'on fait, ou peut-être parce que quand on écrit un effectif, il y en a un autre qui passe. Vous voyez, c'est un tunnel, ok? Donc, voici les questions. On vous donne un graphe, on vous donne une image à gauche, et les questions sont compte tenu du fait que le temps d'observation est une journée, un tout compte, hein, d'accord? Quelle loi cette distribution, alors il n'y en a qu'une, hein, semble-t-elle suivre? Quelle est la variable étudiée? Quel est son type? Ou si vous préférez sa nature. Certaines personnes préfèrent dire type, d'autres préfèrent dire la nature de la variable. Donc je parle de la variable étudiée. Est-ce qu'on pourrait aller au-delà de 8 sur le graphique? Ben, du coup, profitons-en pour ajouter les légendes manquantes sur les axes X, donc
abscisse, et Y, donc ordonnée. Et on peut se poser la question, un histogramme ne serait-il pas plus adapté? Eh bien, écoutez, mes chers enfants, je vous donne 10 minutes pour travailler en équipe. Ok, c'est un jeu. Amusez-vous bien. Donc, c'est parti, il est 16h22. Je ne vous ferai pas grand secret que je vais sûrement aller me chercher un café, mais je vais aussi mettre à jour, comme vous avez ce jeu qui est arrivé sur email, hein, je vais mettre à jour le site web pour que vous ayez la dia que je vous ai montrée. Je crois que cette dia, d'ailleurs, je vérifie, elle est peut-être sur le site, je suis en train de penser. Si elle n'y est pas, je vais le faire. Donc là, si vous permettez, je vais maniper pendant que vous répondez au jeu, donc 10 minutes. Ça veut dire que vous avez jusqu'à 16h32 pour m'envoyer vos réponses par mail. Ne faites pas des grands discours, hein, d'accord? Allez à l'essentiel. Je vous souhaite bon jeu et pendant ce temps-là, moi je bosse pour vous, d'accord? C'est-à-dire que je vous mets à disposition le graphe que je viens de vous présenter, qui est un graphe, on va dire, complet de la situation. Donc là, je vais momentanément, pendant 1 minute ou 2 ou 3 minutes, désaffecter, parce que je manipule mon compte, hein, c'est pour ça, le partage d'écran, et je vais mettre à jour votre fichier. Alors, je vais arrêter le partage. Tac, arrêter le partage. Je vais me mettre comme ça. Et je vais éteindre ça.